Eh bien, bonjour à tous. Je vois que les participants arrivent. J'attends encore quelques secondes avant de pouvoir commencer cette actualité pour la CAF 52 et pour ce mois de décembre. Donc, comme habituellement, on vous a préparé un diaporama pour vous partager donc nos actualités de cette fin d'année. Donc, bonjour à tous. Donc nous terminons cette année décembre 2023 avec une nouveauté dont je vous parlerai donc à la fin de ce webinaire. Donc comme tous les ans, je vais vous parler donc de la récupération des ressources annuelles des usagers. Donc nous sommes en fin d'année, donc nous avons la prime de Noël, même si le décret n'est pas encore paru, je vous donnerai quand même quelques informations. Je vous parlerai du lancement des contrôles annuels de ressources, des avantages vieillesse ou invalidité, donc c'est pareil, en fin d'année, c'est toujours une opération que l'on fait. Du numéro 3230 et de l'identification par le numéro de sécurité sociale. Un petit rappel sur une allocation, l'allocation journalière de proches aidants. Et on terminera avec l'agenda et les prochains rendez-vous. Alors, pour la campagne d'actualisation des ressources annuelles des usagers, donc comme tous les ans, c'est une démarche indispensable pour le renouvellement des droits de nos allocataires au mois de janvier. Le principe, c'est qu'on récupère les ressources auprès du service des impôts. Donc on en a de plus en plus, hein. On a récupéré près de 50 000 allocataires qui font l'objet d'un échange avec les impôts. Mais par contre, il y a toujours des personnes qui sont non trouvées. Donc pour nous, ça représente 2 284 allocataires qui n'ont pas été trouvés dans la base des impôts. Donc ces personnes-là, on leur a envoyé des mails pour qu'ils puissent nous déclarer leur déclaration de ressources. Donc depuis le mois d'octobre, ils ont été donc contactés par mail si on en a un mail, sinon par courrier. Depuis le 16 octobre, ils ont eu des relances et les dernières relances se font jusqu'au mois de novembre. Et si ces personnes-là ne nous déclarent pas leurs ressources avant le 15 décembre, il y a un risque pour elles de suspension des droits. Donc, quand on vous met qu'ils doivent déclarer leurs ressources avant le 15-12, c'est qu'effectivement, c'est bien s'ils le déclarent avant le 15-12. Mais s'ils ne l'ont pas fait avant le 15 décembre, ils pourront le faire fin décembre, voire début janvier. Donc, on pourra les enregistrer à tout moment, sauf que le risque, c'est qu'au mois de janvier, il n'ait pas le paiement sur leur compte. C'est ça le risque. Donc, la déclaration de ressources, elle peut s'effectuer en ligne sur le CAF.fr et à ce jour, on a déjà 75% des allocataires qui ont fait leur démarche. Donc, il nous reste quand même un pourcentage à récupérer avant le 31 août. La prime de Noël, donc, elle est reconduite comme les années précédentes. Elle est ouverte aux bénéficiaires de RSA qui auront un droit supérieur à 0 au mois de novembre ou au mois de décembre. Donc en 2022, il y avait près de 4 000 allocataires qui avaient bénéficié de cette prime. Pour une personne seule, donc c'est 152,45 € et en fonction de la composition familiale, avec les enfants à charge, cette prime, elle peut augmenter. Donc on a les barèmes sont les mêmes que l'année dernière. Avec une petite nouveauté cette année, c'est que cette prime devrait être majorée pour les personnes isolées avec enfants à charge. Mais par contre, on n'a encore pas le décret avec les montants majorés. Et il est prévu de verser cette prime le 15 décembre.
Donc, pour que la personne ait bien le paiement le 15 décembre, il nous faudra un droit RSA valorisé sur le mois de novembre. Et pour les personnes qui auraient un droit valorisé un peu plus tardivement, pour diverses raisons, il y a des chaînes de paiement qui sont faites tout au long du mois de décembre et aussi au mois de janvier. Donc, la grande majorité des personnes vont être versées le 15 décembre si le dossier est complet et qu'on a un droit au RSA. Sinon, des paiements pourront être faits ultérieurement après cette date. Alors, le lancement des contrôles annuels, vu qu'on va récupérer ou qu'on a déjà récupéré les ressources des impôts, on fait des comparaisons entre ce que les allocataires nous ont déclaré et ce que nous a adressé le service des impôts. Et du coup, on peut avoir des incohérences. En cas d'incohérence, les allocataires vont recevoir un appel de pièces auquel ils devront impérativement nous répondre. Donc effectivement, nous, on se base sur le déclaratif des allocataires sur une année complète, mais à partir du moment où on détecte une incohérence entre ce que les impôts nous ont donné et ce que l'allocataire a déclaré, bah, ça va faire l'objet d'un contrôle annuel de ressources. Et là, on va demander à l'allocataire de remplir notre questionnaire et éventuellement d'envoyer des pièces justificatives type bulletin de salaire, etc., pour voir où se situent les incohérences. Donc, dans certains cas, ces contrôles peuvent aboutir à un trop perçu, hein, si l'allocataire n'a pas suffisamment déclaré ou s'est trompé, mais ça peut aussi conduire à des rappels. Des fois, l'allocataire peut faire une erreur, mais qui lui est défavorable. Ces contrôles, il faut nous les retourner quand même dans un délai donné parce qu'il y a une suspension au bout de 4 mois. Les avantages vieillesse et invalidité, donc c'est pareil, c'est pour préparer l'année janvier 2024 qui arrive. On a besoin de connaître le montant des avantages vieillesse ou invalidité du mois de novembre pour les personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé. Donc ça fait 2 ans qu'on peut la déclarer maintenant en ligne. Donc bien dire aux bénéficiaires d'AH d'aller sur le CAF.fr ou à leur tuteur pour faire cette fameuse déclaration et que les droits du mois de janvier soient bien calculés. Le 3230, donc c'est pour contacter un conseiller. Maintenant, le bon réflexe, c'est d'utiliser son numéro de sécurité sociale pour accéder au service de la CAF. On va de moins en moins utiliser le numéro d'allocataire ou plus qu'en interne, nous, dans nos services. Donc déjà, depuis 2021, l'accès au service de la CAF, avec notamment l'évolution de mon compte CAF.fr, il avait évolué dans ce sens. L'usager doit maintenant utiliser son numéro de sécurité pour se connecter à son compte. Ce numéro, il est présent sur la carte vitale. Il est plus facile à retenir qu'un numéro de dossier parce qu'en plus, il est utilisé pour plein de services et notamment à la CEPAM. C'est une simplification administrative qui va permettre d'accéder à un maximum de services publics avec un seul identifiant pour tous les services publics. Donc, depuis novembre, dès qu'un allocataire va nous contacter lors de son premier appel, après avoir renseigné son numéro de sécurité sociale, il va aussi être amené à créer un nouveau mot de passe alphanumérique. Tout ça pour sécuriser et permettre une meilleure identification. Donc là, c'est un petit rappel sur l'allocation journalière de proche aidant. C'est une allocation qui est encore pas très utilisée et très connue. C'est pour donc les usagers qui ont un proche en perte d'autonomie ou en situation d'handicap. Cette allocation journalière, elle va permettre de compenser la diminution de revenus liée à des absences ponctuelles dans l'activité professionnelle de la personne qui va aider. Donc cette aide, elle va permettre ainsi de se consacrer à l'accompagnement de son proche. Donc il faut bien avoir à l'idée que c'est une allocation qui est très temporaire,
hein. Vous voyez, l'usager dispose de 66 jours et qui peut découper aussi en demi-journée. Donc 66 jours, ça fait à peu près oui, 3 mois. 3 mois, d'absence ou prendre des demi-journées sur l'ensemble de sa carrière. Il faut qu'il ait un accord de son employeur, qui atteste d'une interruption de son activité, professionnelle, sa formation ou de sa recherche d'emploi. Donc il y a bien une autorisation, à demander à l'employeur pour prendre un congé, de proche aidant et c'est limité dans le temps. C'est pas une prestation familiale, il s'agit d'un revenu de remplacement soumis à l'impôt. Donc, pour bénéficier de cette aide, il faut résider en France de manière stable et régulière. Il faut entretenir des liens étroits et stables avec la personne aidée et il faut l'assister dans les actes et activités de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente, et ce, à titre non professionnel. Donc, on vous met qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un lien de parenté ou de résider avec la personne aidée, que les allocataires sans activité, avant d'apporter de l'aide à un proche, elles ne peuvent pas percevoir l'AJPA. C'est bien une allocation qui est destinée à une personne qui est active et qui va interrompre ponctuellement son activité pour s'occuper d'un proche en perte d'autonomie. Donc pour les personnes sans activité, cela ne fonctionne pas. Alors pour une personne inscrite au Pôle emploi et qui a des droits au chômage, ça fonctionnerait. Enfin, ça fonctionne si elle a un droit aux allocations chômage et elle peut interrompre sa recherche donc pendant 1, 2 ou 3 mois pour s'occuper de son proche. Alors sur le CAF.fr, vous avez les montants de l'aide, c'est environ le SMIC et toutes les autres conditions à remplir. Alors les prochains rendez-vous de la CAF. Dans le cadre de l'accessibilité, des droits, notamment, envers les bénéficiaires de RSA, on a 2 ateliers qui sont proposés. Donc un cet après-midi qui a lieu, à 14 h à la CAF de Chaumont, dans nos locaux, en direction donc des bénéficiaires de RSA, pour les accompagner, dans leur démarche sur, CAF.fr, leur faire aussi, des rappels en termes de droits et devoirs et des droits, dérivés, les informer aussi sur les aides de la CEPAM. Et puis, on a aussi un atelier qui se déroule le 14 décembre, à la CAF et à la CEPAM de Saint-Dizier, qui sont dans les mêmes locaux. Et notre prochain, webinaire qui se déroulera le jeudi 4 janvier à 10h30. Donc on va terminer sur, l'actualité de ce mois-ci, qui est, l'aide universelle d'urgence aux victimes de violences conjugales, dont vous avez certainement entendu parler puisque c'est le gouvernement qui a l'initiative de cette aide et la loi est parue déjà depuis le début d'année. Donc il y a eu des campagnes d'information qui ont été effectuées. Il y a eu aussi la journée nationale sur la lutte pour les victimes de violences qui était fin novembre. Donc cette aide, elle a pour objet de soutenir les victimes en leur garantissant des conditions financières nécessaires pour se mettre à l'abri et prendre un nouveau départ. Donc même si la loi est parue en février, elle entre en vigueur le 1er décembre, nous, dans les CAF. On a commencé à effectuer les premiers versements hier. Ce renforcement de l'offre de prévention et d'accompagnement des parents et enfants en situation de violence conjugale constitue donc l'un des enjeux de la convention d'objectifs de gestion de la CAF. Donc nous, on est sur une nouvelle convention d'objectifs et de gestion depuis début de l'année. Pour compléter cette aide d'urgence, il y a une expérimentation aussi qui est faite en parallèle sur 5 autres départements qui s'appelle le PAC Nouveau Départ. Et donc effectivement, nous, les CAF, on verse l'aide financière depuis ce mois-ci, mais à côté de ça, les conseils départementaux et notamment les travailleurs sociaux vont être en charge d'accompagner les personnes victimes de violences pour leur proposer d'autres aides
qui peuvent les aider dans leur démarche de séparation ou de reconstruction. Donc en fonction de la situation financière et de la composition familiale du demandeur, l'aide, elle prendra en fait 2 formes. Ça en fonction donc justement des revenus de la personne, on pourra verser soit une aide financière non remboursable, ce qu'on va appeler une subvention, ou cette aide financière sera remboursable. Alors c'est un prêt sans intérêt et donc je vous redirai, plus tard les modes de recouvrement. Alors quelques chiffres, pour finir, 213 000 femmes victimes de violences, donc ça c'était les chiffres par an entre 2011 et 2019. 180 000 enregistrements, de violences par les forces de l'ordre en 2021 et plus dramatique, 122 femmes tuées par leur conjoint en 2021. Donc il faut savoir que les victimes de violences sont essentiellement des femmes, 72 mais ce qui veut dire aussi qu'il y a 28 des concernés qui sont, des hommes. Alors les bénéficiaires de l'aide. Elle s'adresse à toute personne allocataire ou non de la CAF, victime de violences conjugales commises soit par le conjoint, le concubin ou le partenaire du PACS. Il n'y a aucune condition d'âge qui est prévue et aucune condition de ressources n'est prévue. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aide, elle sera modulée en fonction des ressources. C'est-à-dire qu'en fonction des ressources, elle sera remboursable ou non. Et on le verra tout à l'heure dans un exemple. L'aide, elle sera plus ou moins importante aussi en fonction des ressources. Les ressources prises en compte sont celles déclarées le mois précédant la demande. Donc, on se base sur vraiment les ressources au plus près de la situation actuelle. Aucun justificatif n'est demandé par la CAF et les prestations familiales n'entrent pas dans les ressources de la personne. Donc, on va prendre les salaires essentiellement, les allocations au chômage si la personne est au chômage, les pensions vieillesse si elle est en retraite, les ressources principales. Les pensions alimentaires n'entrent pas en compte dans les ressources de la personne. Aucune condition de résidence n'est demandée. Bon, il faut quand même habiter en France. Et l'aide, elle est ouverte vraiment, on va dire à tout le monde, puisqu'elle est ouverte aux Français, aux ressortissants de l'Union européenne et aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France. Et ça, quelle que soit la nature et la durée du titre de séjour. Donc, pour les personnes étrangères, cette aide est versable, même si elles ont un titre de séjour qui n'est pas valable pour nous, pour ouvrir les prestations familiales. Si on a un titre de séjour délivré par la préfecture qui met que la personne, elle est sur le territoire français en régularité, on peut verser cette aide. Alors l'aide, elle est versée à des personnes, qu'elles soient en couple, seules, avec ou sans enfants. La condition d'enfant à charge, elle est appréciée de manière plus large que pour les autres prestations. On entend enfant à charge, c'est vraiment la notion d'autorité parentale. Donc l'autorité parentale, bah, logiquement, c'est le parent qui a l'autorité parentale sur ses enfants naturels ou légitimes jusqu'à 18 ans et c'est prolongé jusqu'à 21 ans. Donc en gros, c'est les enfants à charge de la personne jusqu'aux 21 ans. Et c'est du déclaratif, on ne va pas regarder si l'enfant vit réellement au foyer. D'ailleurs, il peut ne pas vivre au foyer et la personne, si elle a l'autorité parentale dessus, elle doit le mettre sur sa demande. Alors, ce qui va déterminer l'ouverture des droits, donc c'est la complétude de la demande, mais aussi on va demander un justificatif et la notion de violence conjugale. Donc le demandeur doit être victime de violences conjugales par le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un PACS, y compris s'ils ne vivent pas ensemble ou s'ils ne vivent plus ensemble. Donc l'ancien conjoint ou l'ancien concubin, c'est bon aussi. On va pouvoir ouvrir des droits. Les violences, c'est vraiment les violences au sens large, c'est-à-dire violences psychologiques, physiques, sexuelles ou même économiques.
comme la privation de ressources financières et le maintien de la dépendance. Il n'est pas nécessaire que la victime vive ou ait vécu avec l'auteur des faits. On va vraiment regarder s'il y avait un lien, on va dire, affectif et un lien conjugal à un moment donné. L'aide n'est pas conditionnée à la séparation du couple, même si cette aide, il est bien clair dans les textes qu'elle doit aider la personne, on va dire, à se séparer ou à préparer une séparation. Les situations de violence intrafamiliale non conjugale, elles n'entrent pas dans le périmètre de cette aide. Par exemple, si c'est une violence qui est faite de l'enfant vers le demandeur ou inversement, ça n'ouvre pas droit à cette aide. C'est vraiment entre conjoints, concubins, pacsés. Les modalités de l'aide, donc il y a une demande qui est mise en ligne depuis le 1er décembre avec un formulaire à compléter sur le caf.fr. Pour sécuriser la demande, le mot de passe devrait être obligatoirement réinitialisé. Et en cas de vie commune avec l'auteur des violences conjugales, l'étude du droit, elle va s'effectuer sur un nouveau numéro allocataire. Tout ça pour garder la confidentialité de cette aide. Les libellés des documents, pareil, ne mentionneront pas la notion de violence conjugale. C'est surtout au cas où la personne vive encore avec son conjoint qui ait une grande confidentialité dans les échanges et rien qui puisse attirer le regard du conjoint, de l'auteur des faits, en fait. Les pièces justificatives qu'on va demander, donc il y a 3 types de pièces qu'on accepte. C'est soit le dépôt de plainte ou le procès-verbal d'audition, un signalement au procureur de la République ou une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. Il n'appartiendra pas à la CAF d'apprécier la nature ou la réalité des faits, la vraisemblance des faits de violence. Nous, à partir du moment où on a un de ces 3 justificatifs et qu'il est bien fait mention de violence conjugale, on étudiera la demande. L'aide, elle pourra être versée pour des violences conjugales commises avant le 1er décembre. Donc effectivement, nous, l'aide, elle est en place à partir du 1er décembre, mais ça peut concerner des faits ou des dépôts de plainte avant cette date. Et donc dans ces justificatifs-là devront quand même avoir moins de 12 mois. C'est-à-dire que la demande, si les violences ont été ou le dépôt de plainte date de février 2023, il faudra que la personne nous dépose sa demande avant février 2024. Au-delà de 12 mois, le justificatif ne sera plus valable. Alors, le montant de l'aide. Je vais vous décrire les 3 phases. Parce que déjà, dans un premier temps, il va falloir qu'on détermine si cette aide, elle est de nature remboursable ou non remboursable. Ensuite, on va déterminer le montant forfaitaire de base en fonction des enfants à charge. Et ensuite, on va regarder de nouveau les ressources de la personne et en fonction de ces ressources, on va diminuer le montant forfaitaire de base. On va l'ajuster. Donc déjà, dans un premier temps, on va regarder si la personne, elle peut bénéficier d'une aide non remboursable ou remboursable. Donc l'aide non remboursable, on l'appellera subvention. C'est lorsque le demandeur qui n'a pas de c'est bon, pour les demandeurs qui n'ont pas du tout de revenus d'activité, donc forcément ce sera non remboursable, ou les personnes qui vont avoir un revenu inférieur ou égal à 150 % du SMIC. Donc pour une personne seule, c'est environ 2 029,60 €. Donc vous avez les montants sur le tableau et dès qu'il y a des enfants à charge, vous voyez que le seuil de cette aide, il passe à 3 044, 3 653. Donc on devrait avoir plutôt sur la Haute-Marne des personnes bénéficiaires d'aides non remboursables, surtout si elles ont des enfants à charge. Et puis si elles dépassent donc ces seuils, le prêt, il sera enfin, oui, on parlera plutôt de prêt et il sera remboursable.
Je vous en reparlerai, après. Donc il sera remboursable normalement par l'auteur des faits de violence. Si on a un jugement pénal qui reconnaît, qu'il est, responsable et qui, l'astreint à une peine complémentaire à rembourser, la CAF. Et donc si la plainte n'aboutit pas, on demandera l'argent auprès, de la victime, de notre allocataire. Par contre, tout ce qui est modalité de remboursement, on n'en parlera pas parce on n'a pas encore les décrets d'application. Et là, on est bien dans cette première phase au mois de décembre et pendant un an sur le versement de l'aide, puisque si, il y a remboursement, le remboursement ne se fera pas avant, 24 mois. Donc le montant de l'aide. On va donc une fois qu'on a déterminé si l'aide, elle est remboursable ou pas, on va déterminer le montant forfaitaire de base en fonction des enfants à charge. Donc vous voyez, pour une personne seule sans enfant, le maximum, c'est 607,75 et en fonction des personnes, en fonction des enfants à charge, elle peut aller jusqu'à 1 337,06 €. Donc ça, c'est les montants maximum en fonction de la composition familiale. Une fois qu'on a déterminé ce montant, en fonction des enfants à charge, on va regarder de nouveau les ressources de la personne et ce montant va être minoré si la personne, elle a plus que 50 du SMIC net mensuel. Donc dans le tableau, vous voyez, si elle a, un salaire inférieur à 50 du SMIC, c'est-à-dire moins de 676,53 €, elle recevra l'aide en totalité. Et si elle a plus que ce montant, l'aide pourra être minorée soit de 20 de 40 ou de 60. On va voir un exemple. Donc l'exemple, d'un montant, on a pris l'exemple d'une, personne en couple avec 2 enfants présents au foyer. Madame dépose une demande d'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales le 15 décembre et elle indique avoir un salaire de 2 000 € sur le mois de novembre. Pour déterminer, la nature de l'aide, donc on va regarder notre fameux barème. Dans le cas de madame, comme elle a, 2 enfants, elle doit avoir un revenu inférieur à, alors on va revenir sur le montant, sur le barème. Oups. Voilà, personne avec 2 enfants à charge. Pour que l'aide soit non remboursable, elle doit avoir un revenu inférieur à 3 653,28 €. Donc c'est son cas. Donc madame va pouvoir, bénéficier d'une aide financière non remboursable. Ensuite, on va regarder, en fonction du nombre d'enfants à charge, l'aide à laquelle elle va pouvoir prétendre. Pareil, si on reprend notre barème, personne avec 2 enfants à charge, on est sur un montant à 1 093,96 €. Et ensuite, on va voir, si on minore cette aide en fonction de son salaire. Donc effectivement, madame, elle a plus de 50 du SMIC. Son montant de salaire de 2 000 €, il est compris entre 100 et 150 du SMIC. Donc elle, son aide va être minorée de 40. Du coup, elle va avoir 1 093,96 moins une minoration de 40 et elle ne touchera effectivement que 656 €. Donc nous, heu, on a de quoi calculer cette aide. Donc il y a encore pas de simulateur. Par contre, vous avez quand même sur le site, les montants avec les montants avec les enfants à charge. Voilà, ces montants-là qui sont, indiqués. Par contre, pour la minoration, donc il faut bien dire que c'est les montants maximum et que cette aide peut être minorée. Alors le principe de cette aide, c'est confidentialité et rapidité. Donc nous, on s'engage, les CAF, à traiter très rapidement cette aide, dans un délai de 3 jours si on connaît déjà la personne dans nos fichiers et dans un délai de 5 jours si la personne n'est pas allocataire.
Alors attention, 3 jours, ça ne veut pas dire, 3 jours, paiement dans les 3 jours. Ça veut dire traité et analysé par un de nos gestionnaires conseil et donc 5 jours si la personne n'est pas allocataire. Puisque au délai de traitement, donc qui vont être de 3 à 5 jours, il faudra rajouter, comme vous le savez, les délais de paiement sur les comptes bancaires qui varient entre 5 et 7 jours en fonction des banques. Alors l'aide, elle ne peut être, attribuée qu'une fois par période de 12 mois à compter de la demande et elle est versée dans son intégralité en fonction du montant qu'on aura trouvé. Le paiement peut être effectué sur le compte de l'allocataire, de la victime ou d'un tiers. Donc, effectivement, si la personne est séparée, bon, elle va avoir son compte personnel. Si elle est encore en couple, on peut avoir un compte joint. Donc, si jamais, elle avait un compte joint, nous, nos conseillers vont appeler la victime pour l'inciter à nous fournir un relevé d'identité bancaire sécurisé où elle puisse avoir à disposition l'argent, de manière, sûre. Donc, on va l'inciter soit à ouvrir un compte personnel. Si ce n'est pas le cas ou si elle n'a pas de compte personnel, il y aura toujours possibilité de verser sur le compte d'un tiers, un parent, un frère, une sœur ou une amie, sous forme de mandat. Alors, on va revenir donc sur l'aide si c'est une aide remboursable. Donc, on n'a encore pas le décret. Donc, je n'ai pas tous les renseignements sur les modalités de remboursement. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que le principe, c'est que le recouvrement sera effectué auprès de l'auteur des violences, mais si, l'auteur est condamné par les dites violences au remboursement du prêt. Donc ça veut dire aussi que la personne qui a porté plainte, il faudra bien qu'elle soit allée jusqu'au bout de la procédure, qu'il y ait un jugement, qui reconnaisse l'auteur, des violences, comme responsable et qu'il soit astreint à une peine complémentaire à rembourser le prêt. Dans le cas contraire, donc si la personne n'est pas allée jusqu'au bout de la procédure pénale ou s'il n'est pas reconnu responsable ou pour d'autres raisons, s'il n'est pas clairement indiqué que l'auteur des violences, doit rembourser, le prêt, c'est auprès de la victime qu'on remboursera, cette fameuse aide. Donc c'est pas avant 24 mois. Nous, on va regarder au bout de 24 mois où en est la procédure pénale et on n'a encore pas les décrets, donc on ne sait pas, dans sous quelle modalité, la personne devra nous rembourser, que ce soit l'auteur ou la victime et si c'est la CAF qui va recouvrer ou si c'est la direction générale des finances publiques. Mais comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, là, on est vraiment dans la phase de paiement et dans quelques mois, on devrait avoir des renseignements sur les modalités de remboursement. Donc en complément de cette aide, il y a un accompagnement qui peut être effectué par, des travailleurs sociaux. Donc pendant 6 mois à compter du versement de l'aide d'urgence, la victime peut bénéficier de droits et d'aides accessoires. Comme des réductions de tarifs d'abonnement téléphonique ou de cantine. Donc tout ça, comme c'est pas la CAF qui s'en occupe, je ne peux pas vous donner trop d'informations, mais ce serait un accompagnement et c'est ce qui est prévu dans le PAC Nouveau Départ pour les victimes de violences. Nous, ce qu'on fait dans un premier temps, quand on a des demandes, c'est qu'on les transmet au conseil départemental et c'est après, donc pour faire connaître les personnes qui sont victimes de violences et c'est le conseil départemental après, dans le cadre de l'accompagnement, qui va décider, bah, des aides, qu'ils octroient à ces personnes. Alors, effectivement, les campagnes de communication, elles ont débuté en novembre. Là, depuis le mois de décembre, vous avez sur notre page, du CAF.fr vraiment l'encart, zoom sur les violences conjugales, donc vous ne pouvez pas le louper.
Nous, en interne, on a sensibilisé les agents et notamment les agents qui sont en lien avec le public, que ce soit l'accueil téléphonique ou à nos accueils physiques. On a aussi sensibilisé nos partenaires. Au niveau national, il y a eu le 25 novembre, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, où ils ont commencé aussi à parler de cette aide. Le 19 et le 20 octobre, donc on a sensibilisé nos partenaires. Dans la newsletter envoyée au mois de décembre, il est fait mention aussi de cette nouvelle aide. Et puis aujourd'hui, je vous en parle dans le webinaire. Donc voilà pour cette actualité du mois de décembre. Donc comme à chaque fois, on vous enverra une enquête de satisfaction par mail. Donc je vous remercie de nous la compléter, d'y mettre les thèmes que vous voudriez y voir figurer dans nos prochains webinaires. Je vous remercie pour votre attention, votre participation et nous vous donnons donc rendez-vous au mois de janvier pour un nouveau webinaire. Merci à tous et bonne fête de fin d'année.